Bien. Alors nous sommes ici dans la session archéomatériaux. Et donc, je vous présente Alexa Dufraisse, qui est chargée de recherche au CNRS, au laboratoire de archéochronologie, zoologie, archéobotanique et société pratique et environnement du CNRS au MNHN, et qui est spécialiste d'une discipline dont j'ai toujours beaucoup de mal à parler, la dendroanthracologie, c'est-à-dire en gros l'étude des cernes dans les bois, dans les arbres, pour voir un petit peu l'origine historique de ces bois. Donc elle en parlera bien mieux que moi et je vous laisse la parole pour environ 20-25 minutes. Merci. Donc bonjour à tous. Donc, je vais effectivement vous présenter l'apport de la chimie à la connaissance de la charpente et profiter de l'occasion pour faire un état de l'art. Je mets juste mon chronomètre. Voilà. Alors, Notre-Dame de Paris. Son nom évoque d'abord un chef-d'œuvre d'architecture en pierre, reconnu pour être une prouesse des artisans au Moyen-Âge. Une partie à laquelle on pense moins, c'est la construction de la charpente qui a retenu l'intérêt des architectes depuis le XIXe siècle. Et bien qu'elle soit aujourd'hui l'une des charpentes médiévales le mieux documentées, de nombreuses questions restent en suspens et nous amènent à nous interroger un peu plus sur le travail des hommes qui a conduit à l'édification de ce chef-d'œuvre. Pour commencer rapidement, une illustration pour localiser cette charpente. On la retrouve à l'aplomb du vaisseau principal, composé de la nef et du chœur, et des bras du transept qui forment la traverse d'un plan en croix avec le vaisseau principal. À cela s'ajoute la flèche et les beffrois, tours de bois dans lesquels les cloches sont suspendues. En dehors des beffrois et de la flèche, ces charpentes sont formées par une succession de structures triangulaires que l'on appelle des fermes. Ces fermes sont constituées par différentes pièces de bois qui portent chacune un nom spécifique. Alors à gauche, vous avez une reconstitution réalisée dans le cadre de l'étude de la cathédrale de Bourges, où un plancher a été installé pour permettre le montage des fermes et leur levage. Et à droite, vous avez une ferme reconstruite sur un modèle identique à la ferme numéro 7 de la nef de Notre-Dame. Parmi la documentation la plus récente, Cédric Tranceau, qui est architecte, et Rémi Fromont, qui est aujourd'hui un des architectes en chef des monuments historiques en charge du sauvetage de la cathédrale, ont réalisé entre 2014 et 2015 un relevé architectural très riche en détails archéologiques. Cette étude apporte ainsi de nombreux renseignements sur les usages de la charpente et son évolution, sur l'étude des déformations, sur le repérage des réparations, sur l'étude des marquages et des systèmes de levage. Alors en voici un modèle numérique en 3 dimensions, réalisé par le groupe de travail numérique dont on vous a parlé ce matin. Vous voyez que cette structure triangulaire se répète à intervalles réguliers. Alors un code couleur a été attribué à chaque pièce de bois constituant une ferme, et les variations de couleur de ce modèle montrent que toutes les fermes ne sont pas construites selon le même modèle et qu'il existe une variabilité à la fois entre la nef, le chœur, le bras du transept, mais aussi au sein de ces ensembles. Alors cette variabilité est liée au fait qu'on n'est pas face à une charpente, mais face à des charpentes. Les couleurs ici correspondent aux phases chronologiques de construction reconnues, et on voit par exemple en bleu que les fermes du transept et la flèche sont récentes et datent de la grande restauration de 1860 de Viollet-le-Duc. Et cette restauration a empiété sur 2 fermes du chœur, voilà, ici, voilà, et 3 de la nef. Le reste du chœur et de la nef sont du XIIIe siècle, en dehors des ajouts et des réparations que vous percevez d'ici et de là en bleu, mais celle de la nef, plus perfectionnée, a été construite postérieurement. Enfin, une partie des bois du chœur réemploie des bois d'une première charpente de la fin du XIIe siècle, démantelés pour surélever les murs et donc la toiture.
Alors ces charpentes sont donc plutôt bien documentées, elles font partie des grandes charpentes médiévales, remarquables par leur conception, leur réalisation et par leur état de conservation. Néanmoins, elles restent étonnamment mal connues, et je reprends ici les termes de Fromont et Transo, qui indiquent que les descriptions précises et détaillées anciennes sont rares, voire même parfois incohérentes. Ils soulèvent ainsi de nombreuses interrogations. Parmi ces interrogations, certaines peuvent trouver une réponse par l'étude des bois carbonisés. Il s'agit notamment d'identifier précisément les essences de bois qui composent ces charpentes, d'approfondir la chronologie fine de sa réalisation, de caractériser la forme, l'âge des bois et leur provenance géographique. Et le dernier point, qui n'est pas directement lié à la connaissance de la charpente, mais plutôt au climat des XIIe et XIIIe siècles, qui correspond à une période d'amélioration climatique importante. Donc pour chacune de ces questions, je vous présenterai nos hypothèses de travail et les méthodes que nous allons employer, entre autres celle de la biogéochimie. Alors la biogéochimie, on va peut-être commencer par définir ce que c'est. C'est une discipline qui est à l'interface entre la chimie, l'écologie, la biologie et les géosciences. Elle s'intéresse au fonctionnement des écosystèmes et notamment au processus de transfert des éléments chimiques du monde abiotique, donc atmosphère, sédiments, au monde biotique, à savoir les organismes vivants, qui à leur tour vont retransmettre ces constituants à l'environnement. On va donc particulièrement s'intéresser au cycle biogéochimique entre l'arbre et son environnement. L'une des premières questions que l'on peut se poser est que peut-on espérer tirer de cette charpente carbonisée? Alors cela peut paraître paradoxal, mais c'est justement parce qu'elle est détruite et que les bois carbonisés ne sont pas réutilisables pour la restauration que l'on va pouvoir les découper et les étudier, bien sûr dans le respect de la conservation de certains éléments patrimoniaux, afin de répondre aux questions précédemment citées. Donc je précise que l'étude des bois carbonisés commence à peine et je n'ai donc pas de réponse immédiate à apporter. Revenons à l'arbre. L'arbre est un enregistreur de son environnement. Ces deux images pour vous montrer que cela se traduit par exemple dans sa physionomie. À gauche, vous avez un chêne isolé. Vous pouvez observer que le tronc est trapu, que les branches maîtresses démarrent assez bas et que le houppier de l'arbre, constitué des feuilles, est extrêmement bien développé. En l'absence d'arbres concurrents, cet individu a pu se développer sans gêne. À droite, vous avez des chênes de la même espèce constituant un boisement. Vous observez ici que les troncs sont élancés, droits et rectilignes, qu'il n'y a pas de branches basses importantes et que le houppier est extrêmement peu développé. C'est ici la présence des autres individus qui va constituer un facteur décisif. Alors, outre sa physionomie, l'arbre enregistre tout au long de sa vie, année après année, certaines variations de son environnement, notamment le bois, qui constitue le tronc. Il forme ainsi chaque année un nouveau cerne de croissance en périphérie, à la manière de poupées russes, avec un nouveau cône qui se rajoute chaque année. Alors, ce sont les anneaux concentriques... Pardon, je clique toujours sur le mauvais bouton. Voilà. Ce sont les anneaux concentriques que vous voyez ici, avec un grossissement à gauche. Alors, en milieu tempéré, lorsqu'on a 4 saisons, l'arbre forme du bois au cours de 2 périodes, pendant lesquelles la photosynthèse est effective, à savoir quand l'arbre a des feuilles. On distingue ainsi à l'échelle d'un cerne, donc une année, un bois de printemps et un bois d'été. J'ai symbolisé ici le bois de printemps par des bandes blanches et le bois d'été par des bandes noires. Au fil du temps, l'arbre va ainsi former une sorte de code-barre qui reflètera à la fois son potentiel génétique, son âge, son environnement, par exemple la présence ou la suppression d'arbres voisins, une maladie, un été sec, etc. Ce code-barre va constituer un moyen de datation, point sur lequel je reviendrai, et si on le combine à d'autres informations, notamment les compositions chimiques, moléculaires, isotopiques, on peut obtenir des données encore plus fines sur les modes de croissance, les zones de provenance ou le climat passé. Lors de la carbonisation, le bois subit des déformations anatomiques, mécaniques, chimiques. Vous avez ici une rondelle de chêne sessile, à droite une moitié non carbonisée, et à gauche sa moitié carbonisée à 400 degrés pendant 1 heure. Vous constatez une réduction de taille, c'est ce qu'on appelle le retrait du bois, avec l'apparition de fentes de retrait. Ici. Le charbon est par ailleurs un matériau friable qui se fragmente, contrairement au bois.
Et puis, il existe des modifications chimiques et isotopiques, invisibles à l'œil nu, en dehors de la couleur noire. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'information contenue dans le bois est parfois modifiée par la carbonisation, et un de nos objectifs est de revenir à l'information de départ. Alors revenons à nos charpentes de Notre-Dame, maintenant que ces notions sont posées. Certains les ont surnommées forêts parce que les milliers de bois qui ont servi à sa construction donnaient l'illusion d'une forêt. Et cette forêt était construite en chêne. On estime 800 à 1000 chênes nécessaires à sa construction, chaque pièce importante provenant d'un arbre différent. Alors, je passe parce que je sais que j'ai un petit peu moins de temps que prévu. Je voulais juste préciser sur cette diapositive qu'on connaît au moins 3 espèces de chênes qui poussent dans la moitié nord de la France et qu'aujourd'hui, on ne sait pas laquelle ou lesquelles ont été exploitées. Et pour répondre à cette question, nous utiliserons à la fois l'ADN, donc ce n'est pas de la chimie à proprement parler, sachant que l'ADN sera forcément conservé uniquement sur les parties les moins carbonisées. C'est la raison pour laquelle je vous ai montré des bois qui ne sont pas carbonisés à l'intérieur. Et puis l'anatomie du bois, puisqu'elle est conservée pendant la carbonisation et qu'à partir de l'anatomie, il est possible de faire cette distinction entre ces 3 chaînes. Alors venons-en à notre seconde question. Combien de charpentes à Notre-Dame? Il s'agit ici d'affiner la chronologie connue jusqu'à maintenant. Et pour le savoir, il faut dater non seulement l'année d'abattage du bois, et savoir aussi quand est-ce qu'ils ont été mis en œuvre. Donc pour cela, nous mobilisons plusieurs indices issus des relevés architecturaux, donc la localisation dans la cathédrale, les types de fermes, l'étude des assemblages, pour réunir les pièces de bois, pour certains qui sont spécifiques à certaines périodes, et puis les marques laissées par les charpentiers. Et à cela s'ajoute la méthode de la dendrochronologie. J'en reviens donc à mon code-barre. Des arbres d'une espèce qui ont poussé dans des conditions proches, par exemple dans une même région, et qui ont donc vécu le même microclimat, les mêmes sécheresses, les mêmes tempêtes, eh bien, présenteront un code-barre qui se ressemblera. Fondé sur ce principe, par l'étude des largeurs de cernes de plusieurs dizaines d'arbres d'une même région, on est donc capable de construire un code-barre moyen qui servira de référence. Et puis de proche en proche, en intégrant des arbres de charpente ancienne, des bois préhistoriques, eh bien, on arrive à obtenir un code-barre moyen qui sert de référence à l'échelle de l'ouest de l'Europe sur les 8000 dernières années. Alors, juste un exemple concret, les codes-barres ici ont été transformés en courbes de croissance avec les largeurs de cernes en ordonnée et le temps en abscisse. En haut, vous avez des courbes individuelles de 16 échantillons archéologiques à partir desquels on a construit une courbe de référence moyenne qu'on a synchronisée avec notre courbe de référence en vert en cherchant des portions communes. Alors cette démarche permet donc de dater un bois archéologique et plus précisément de dater sa date d'abattage à l'année près, à condition que le dernier cerne soit présent. Il est même possible d'estimer la saison d'abattage en fonction de la présence de bois de printemps seuls ou de bois de printemps et de bois d'été. Si le dernier cerne est absent, mais que l'aubier du bois est présent, c'est la partie vivante de l'arbre, ici, qui apparaît en plus clair et qui représente une vingtaine d'années chez le chêne, eh bien, on peut proposer une fourchette d'estimation. Enfin, lorsque l'aubier est totalement absent, la date est dite terminus post quem, autrement dit, c'est la date à partir de laquelle l'arbre a été abattu. Lorsqu'on veut dater les bois d'une charpente, on a affaire à une contrainte principale qui est l'équarrissage, c'est-à-dire qu'on cherche à donner une section carrée au tronc pour obtenir une poutre. Donc en façonnant ainsi le bois, on peut enlever partiellement ou totalement les cernes périphériques, et notamment l'aubier. Et la date d'abattage n'est alors plus à l'année près, mais propose une fourchette de datation ou une date post-quem, comme je vous l'ai indiqué. La seconde contrainte propre à Notre-Dame cette fois, c'est la carbonisation, qui va également induire une perte de matière dans les parties les plus périphériques, qui sont les premières exposées aux flammes. Donc non seulement on aura perdu le dernier cerne, mais les séquences, nos fameux codes-barres, risquent d'être raccourcies au point qu'ils pourraient correspondre à plusieurs parties de notre courbe de référence.
C'est la raison pour laquelle la dendrochronologie sera couplée à la datation au radiocarbone qui repose sur l'isotope du carbone 14. Donc nous allons commencer maintenant à voir ce que la chimie apporte à l'étude des bois. Je me suis permis d'adapter le discours aux plus jeunes en revenant sur quelques principes. Donc petit rappel sur ce que sont des isotopes. Deux atomes sont dits isotopes lorsqu'ils ont le même nombre de protons, c'est la lettre Z, mais un nombre de neutrons différent, c'est la lettre A. Par exemple, pour le carbone, on distingue trois isotopes, le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Dans l'atmosphère, le carbone 12 est bien plus important que le carbone 13, et vous voyez que le carbone 14 est vraiment en quantité très minime, donc vous imaginez la difficulté que c'est pour le mesurer. Alors, tant qu'un individu est vivant, il absorbe le carbone de l'atmosphère selon le rapport de ses isotopes à une période donnée. Et à sa mort, les échanges de carbone avec la biosphère cessent. Or, le carbone 14 est un isotope radioactif, contrairement au carbone 12 et au carbone 13 qui sont des isotopes stables. Autrement dit, leur teneur ne se modifie pas dans le temps. Donc, nous y reviendrons tout à l'heure. Le carbone 14, lui, se désintègre en diminuant de moitié tous les 5700 ans environ. Au cours de sa désintégration, il produit un isotope fils, dit radiogénique, ici l'azote 14. Donc la datation par le radiocarbone a pour but de mesurer la radioactivité résiduelle afin de dater l'âge de la mort d'un individu. Alors la datation ne servira pas uniquement au phasage chronologique. Elle permet d'apporter d'autres informations, entre autres sur le temps, qui sépare l'abattage du bois et sa mise en œuvre lorsque les sources textuelles sont mobilisées. En voici un exemple, il s'agit de la datation de plusieurs bois de la flèche de Viollet-les-Ducs. Donc vous voyez que certains bois ne présentent pas d'aubier, ce sont les lignes noires ce sont les lignes noires. D'autres présentent de l'aubier, ce sont les bouts rouges que vous voyez, et un seul de ces bois présente le dernier cerne, donc avec le cambium, ce qui a permis de le dater autour de l'automne 1857, hiver 1858, puisque le dernier cerne était complet. Or, on retrouve dans le journal des travaux de Viollet-le-Duc une mention qui indique que la flèche a été construite en septembre 1858. Ces données indiquent donc que le bois a été abattu seulement quelques mois avant sa mise en œuvre et qu'il n'a donc pas été séché avant d'être utilisé comme on pourrait le faire aujourd'hui. Alors j'en arrive à notre troisième grande question qui pose l'hypothèse d'une sylviculture spécifique pour la période médiévale. Donc on entend par là des pratiques de mise en gestion et la mise en valeur d'une forêt ou d'un boisement pour en obtenir un bénéfice spécifique, économique. Donc je vous ai remis le dessin d'une ferme avec le nom des plus grandes pièces et une photo de la charpente pour bien les visualiser. Donc chaque pièce de grande dimension est réalisée à partir d'un seul tenant, c'est-à-dire à partir d'un seul tronc d'arbre. Et lorsqu'on regarde les dimensions des éléments les plus grands, je vous ai mis les mesures dans un tableau, certaines pièces peuvent atteindre 14 mètres de long, les autres sont comprises entre 7 et 12 mètres. Les sections équarries permettent d'évaluer le diamètre des troncs à la base autour de 30-40 cm, voire 45 cm. Cela signifie que l'on a donc affaire à des troncs d'arbres très élancés, qui correspondent à des arbres de plus de 25 mètres de haut, puisque la partie supérieure, le houppier, n'est pas exploitable. On l'a vu, la morphologie du tronc apporte des indices sur les conditions de croissance et de vie de l'arbre. Ici, ils ont typiquement poussé dans un milieu extrêmement dense, et par ailleurs, les données dendrochronologiques réalisées sur des échantillons prélevés avant l'incendie montrent que ces arbres avaient entre 80 et 100 ans et n'étaient certainement pas pluricentenaires, comme on a pu l'entendre. Alors, pour répondre à cette question de sylviculture, une première approche consistera à sélectionner les plus grandes pièces après incendie pour en faire une étude des largeurs de cerne sur toute la longueur et ainsi restituer, malgré l'équarrissage et la carbonisation, le profil des lancements de départ qui pourrait être comparé à des chaînes actuelles. Une seconde approche consiste à déterminer la provenance géographique. Donc, deux hypothèses de travail sont en cours. La première, les bois proviennent du bassin parisien, et la seconde, une partie des bois a pu être transportée par voie fluviale. Donc, pour identifier l'origine géographique des bois, nous combinerons les largeurs de cerne, qui, on l'a vu, présentent des signatures communes à l'échelle d'une même zone géographique, la composition chimique et isotopique des bois, qui, elle, va refléter le substrat,
Et puis on ajoutera l'ADN qui permet de séparer aussi géographiquement certains lignages ou encore les sources textuelles. Donc si on en vient plus précisément à la composition chimique et isotopique, on va parler des éléments majeurs tels que le potassium, le calcium, l'aluminium qui sont des indicateurs du pH. On va appréhender également le groupe des iloïdes qui est ici entouré en noir. Et puis je vous parlerai également de deux isotopes, le strontium et le néodyme qui sont ici entourés en jaune. Alors pourquoi la composition élémentaire ? Alors ce schéma pour vous montrer que l'arbre puise les éléments nutritifs dans l'eau du sol pour nourrir et fabriquer ses tissus. De multiples études ont montré un lien entre la composition de la sève et celle du bois. Or, la composition de la sève va dépendre de la disponibilité des éléments nutritifs dans le sol, qui elle-même dépend du pH du sol. Or, ce pH est déterminé par le substrat, donc la boucle est bouclée. Les effets de la carbonisation sur la composition élémentaire ont été testés. Donc, le graphe montre ici l'évolution du rapport manganèse en fonction du potassium, car on utilise des ratios pour caractériser le pH d'un sol. Donc, on a testé la carbonisation sur des chênes ayant poussé sur sol acide, ce sont les carrés vides, et sur sol calcaire, ce sont les ronds pleins. Et si on regarde l'évolution, enfin les valeurs, on se rend compte que les teneurs en manganèse discriminent très largement les chênes ayant poussé sur sol acide. Ensuite, si on regarde l'évolution des valeurs par rapport aux températures, donc plus on va dans le rouge, plus on est sur des fortes températures, eh bien vous voyez que l'écart se creuse entre les chênes sur sol calcaire et ceux sur sol acide, et par conséquent, on a encore un meilleur signal quand les chênes sont carbonisés. Le second groupe dont je vous ai parlé est les iloïdes. Donc ce groupe comprend les lanthanides, qui est un groupe de métaux proches aux propriétés proches, aussi appelé terres rares, et l'yttrium, dont le comportement chimique est proche de celui des lanthanides. Alors, certaines plantes ont la particularité d'extraire et d'accumuler les terres rares dans leurs feuilles. Ce principe est d'ailleurs utilisé pour dépolluer les sols. L'application archéologique repose sur ce même principe, mais avec le bois des arbres. Ici, un exemple de la vigne, dont la zone de culture a été identifiée par les teneurs dans les différents éléments qui sont ici. Venons-en aux isotopes du strontium. Donc, le strontium est un analogue du calcium, et ce calcium est très bien absorbé par les plantes, et de fait, le strontium l'est aussi. Le strontium possède 4 isotopes. On a vu avec le radiocarbone de quoi il s'agissait. 3 sont stables, et le strontium 87 est radiogénique. Cela signifie qu'il provient de la désintégration radioactive du rubidium. Or, le rubidium, eh bien, c'est un analogue du potassium que l'on trouve sur des roches de type granite, donc acide. Par conséquent, le strontium 87 est donc plus important sur ce type de roche, et le rapport strontium 87 sur strontium 86 permet de discriminer les roches calcaires des roches acides. Voici un exemple d'application archéologique dans la région du Pays Basque espagnol sur des chênes caducifoliés. Donc on a 8 peuplements de chênes actuels, en bleu sur des roches carbonatées, en rouge sur des roches silicatées. C'est ce que vous avez en haut, c'est un référentiel. Et les résultats montrent des différences significatives, à la fois au sein des peuplements sur roches carbonatées, vous voyez qu'on distingue les différents peuplements. Entre roches carbonatées et roches silicatées, on distingue les deux blocs sans difficulté. En revanche, à l'intérieur des roches silicatées, on a beaucoup de mal à discriminer les différents peuplements. C'est à ce titre que les isotopes du néodyme peuvent être très intéressants à combiner avec ceux du strontium. Pour la petite histoire, le néodyme possède 7 isotopes et 6 sont stables. Le néodyme 143 est radiogénique et provient de la désintégration radioactive du samarium 147. Donc samarium et néodyme appartiennent à la famille des terres rares et sont présents principalement dans les minéraux silicatés. Alors pour répondre à la question de provenance géographique des bois de Notre-Dame, on est actuellement en train de construire un référentiel dans des forêts de chênes situées dans le bassin de la Seine que l'on a choisi pour pousser sur des sols, des substrats contrastés. Donc on y documente les forêts, diamètre, hauteur des arbres, on prélève des carottes de bois pour y faire les analyses dont je viens de vous parler, et on prélève également les sols pour faire le lien entre carottes et sols. Donc ces données nous serviront de base de comparaison pour étudier les bois de Notre-Dame.
J'en viens maintenant à la dernière partie, qui ne va pas apporter des éléments directement sur la charpente, mais sur le climat médiéval. Il se trouve que les bois de Notre-Dame, exploités pour la charpente, ont poussé au cours des XIe, XIIe siècles, selon leur âge, une période que l'on appelle optimum climatique médiéval. C'est une période chaude qui ressemble un petit peu à celle que nous vivons aujourd'hui. Alors, elle est d'intérêt majeur pour comprendre le réchauffement climatique que nous vivons, principalement dû aux activités humaines, puisqu'ici, on est sur une période où les activités humaines sont moins impactantes. Donc, nous avons vu au début de cette présentation que l'arbre est un bon enregistreur du climat, et ce sont ici les isotopes du carbone et de l'oxygène qui vont nous intéresser, ces deux éléments étant des constituants du bois. Donc pour le carbone, on va s'intéresser au rapport entre les isotopes 13 et 12, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et pour l'oxygène, entre l'oxygène 18 et l'oxygène 16. Donc les rapports isotopiques de ces éléments vont varier suivant le fonctionnement physiologique de l'arbre qui, lui, s'adapte au climat. Alors on utilise ces deux éléments parce que les isotopes de l'oxygène vont plutôt être un indicateur des températures, alors que les isotopes du carbone vont plutôt être un indicateur des précipitations. Donc, je vois que le temps tourne, donc je ne vous explique pas comment ça marche, mais on pourra y revenir. Là-dessus, je voulais juste vous dire qu'en dendroisotopie, on travaille de manière générale sur la cellulose, qui est un des constituants du bois. Le bois est en effet formé de plusieurs constituants, lignine, cellulose et mi-cellulose, et chacun de ces constituants va présenter des rapports isotopiques différents. Et par conséquent, pour éviter une variabilité liée à cela, on travaille toujours sur la cellulose. Alors si je vous parle de ça, c'est parce que la carbonisation devient un processus potentiellement gênant, étant donné qu'elle va entraîner des réactions en cascade, avec notamment une dégradation progressive de la matière organique et en premier lieu de la cellulose autour de 350-400 degrés. Cette dernière étant enrichie en carbone 13, on assiste à une diminution des valeurs du delta 13C qui vont progressivement se rapprocher de la lignine. Alors actuellement, toute une équipe est en train de travailler sur ces aspects de calibration du signal entre bois non carbonisé et bois carbonisé pour revenir au climat passé. Je regarde juste où j'en suis en termes de temps avant de... Voilà, je finis presque. Alors, je voulais quand même vous montrer un exemple d'application avec l'oxygène du bois non carbonisé. Vous avez des chênes de la forêt de Fontainebleau ici et des poutres de la charpente du château qui ont été carottées. Les carottes ont été datées par dendrochronologie, la cellulose a été extraite, cerne par cerne, et la composition isotopique de l'oxygène a été déterminée. Donc le paramètre delta-O18, qui est lié à la température, a été transformé en température par une calibration qui est faite sur des arbres vivants. C'est ce que vous avez ici en haut. Et sur le graphe du bas, la courbe en vert foncé est une restitution des températures avec ses marges d'erreur en vert clair. La courbe foncée au milieu montre les tendances et la courbe rouge représente les données météorologiques du site. Donc cette reconstitution met en évidence que les températures des dernières décennies sont plus élevées que celles des siècles précédents. J'en termine avec cette présentation. Je voudrais préciser que c'est un projet qui regroupe un collectif de chercheurs regroupant de nombreux spécialistes. On est près de 70 aujourd'hui à travailler sur ces problématiques. Des spécialistes de l'étude des bois vivants, des bois archéologiques, carbonisés, non carbonisés, de l'écologie, de la génétique, du climat, de la datation. Et c'est aussi l'occasion pour nous de former des étudiants dès le master jusqu'en thèse. Donc j'ai entouré les étudiants de l'équipe ici en jaune. Ils ont des parcours universitaires différents en chimie, mais aussi en biologie ou en archéologie. Donc je vous remercie pour votre attention. Je remercie également les collègues qui m'ont aidé à faire cet exposé, car vous vous doutez bien que c'est une affaire de spécialistes. Et je répondrai avec plaisir à vos questions dans la mesure de mes compétences.